Donc je pense qu'on va démarrer. Je vois qu'une quinzaine de personnes sont connectées. L'horaire est bon. Donc les autres prendront en cours de route. Donc l'objectif, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Ah, bonjour Jean-Charles. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de partir d'un modèle ECRAS existant, assez simple. On fera un peu le tour du modèle en question. On ne reviendra pas sur toutes les étapes de construction. Et de voir comment tirer parti des capacités d'un modèle 2D, et ici spécifiquement ECRAS, mais ça peut s'appliquer à d'autres outils, pour faire entre guillemets du prototypage rapide d'aménagement, donc tester assez rapidement des scénarios d'aménagement, alors qui sont basiques au début et qu'on va affiner ensuite, pour tester ce qui peut fonctionner, notamment ici dans l'optique de la réduction des inondations et pourquoi pas de la restauration euh, des cours d'eau, des choses comme ça. Donc, je pense que tout le monde a bien la vidéo et l'écran. Je vais vous partager mon petit projet ECRAS. Donc là, je travaille sur la version 6.6. Il y a quelques versions bêta qui sont sorties récemment sur la 6.7 qui apportent notamment des améliorations intéressantes sur le module hydraulique urbaine qui évolue bien, bon, qui est assez limité encore mais qui évolue bien. Ici, j'ai voulu partir d'une version stable pour éviter d'ajouter des surprises sur des fonctionnalités qui ne seraient pas encore totalement stabilisées. Hop. Donc là, je nettoie un petit peu mon modèle. Donc ici, c'est un petit modèle test qu'on utilise généralement pour nos formations. Euh, c'est un modèle de débordement de cours d'eau qui a été élaboré sur la base du LIDAR HD de l'IGN. Si certaines ont des questions aussi à la fin sur comment intégrer rapidement ce type de données, on pourra l'aborder, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc ici on est sur un modèle 2D qui va couvrir le limageur du cours d'eau. Alors ici sur un petit linéaire pour garder un modèle relativement rapide. Donc là c'est un modèle 2D complet. Pour le contexte, nous chez Surface Libre on fait beaucoup de modélisation hydraulique cours d'eau, aussi hydraulique urbaine mais cours d'eau. Et on a beaucoup travaillé sur des modèles classiques, hein, 1D d'abord, puis couplé 1D, 2D, puis 2D complet. Et nous, dans le cadre de nos études hydrauliques classiques, sur les cours d'eau, maintenant on fait plus quasiment que du 2D complet, euh, pour tout un tas de raisons. La principale étant la flexibilité, parce qu'on s'affranchit de beaucoup de complications qu'apportaient les modèles 1D, à la fois en structure de modèle, en instabilité aussi, spécialement sur ECRAS, qui n'a jamais été le meilleur outil en termes de stabilité de modèle. Donc là, on est sur un modèle 2D complet. Pour ceux qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'ECRAS, ça se présente comme ça. On a un certain nombre de mailles de calcul, les petits polygones qui sont majoritairement carrés sur ECRAS. On est venu affiner notre maillage, ou en tout cas le forcer un petit peu à suivre le fond du lit. On est venu aussi, via des lignes de forçage, euh, affiner un peu le maillage et notamment forcer les faces des cellules à passer ici sur des points hauts, c'est des petits merlons, des petits résidus de curage. Tout simplement parce qu'Ecras fonctionne avec une approche inframaille et pour garantir que le modèle n'ait pas de fuite, donc que le point haut soit bien pris en compte ici sur le petit remblai, on, on vient forcer d'avoir au moins une face de calcul sur le sommet du petit remblai. Alors c'est pas totalement satisfaisant sur un vrai modèle utilisable en production, en étude. On ferait probablement un peu plus fin que ça avec, avec des structures de déversement pour notamment avoir accès à la loi de seuil en cas de surverse. Sur un modèle de ce type-là, le cours d'eau a été intégré donc sur la base de ces profils en travers réel directement dans le MNT, donc via des méthodes ici sur ECRAS, mais c'est faisable aussi sur d'autres outils, notamment sur QGIS. Donc ça c'est vraiment spécifique à ces modèles full 2D. Et des outils comme ECRAS ou Flow 3DI sont très adaptés à des approches 2D complètes, via notamment cette approche inframaille dont j'ai parlé tout à l'heure. La principale illustration, c'est que le modèle peut présenter des mailles assez grandes, tout en permettant l'intégration en tout cas la bonne prise en compte de la topographie,
via un échantillonnage de la topographie, donc qui est dans le MNT, sur les phases des cellules, puisque les propagations et les calculs hydrauliques sont réalisés en partie sur les phases des cellules pour tout ce qui est échange entre les mailles. Et ici, on peut toujours vérifier dans nos petits modèles ECRAS, en regardant les propriétés notamment de nos cellules du calcul, euh, que la topographie inframaille est bien prise en compte. Ici, on a une maille qui couvre en partie la berge rive gauche et en partie le fond du lit. On voit bien en faisant son profil qu'on va aller chercher le fond. Donc même si j'ai des grandes mailles, on aura une bonne représentation de la topographie. Donc voilà, là on est sur un modèle assez standard qu'on pourrait utiliser pour caractériser le risque d'inondation sur la commune ou pour tester des scénarios d'aménagement comme on va le faire ici. Donc ça c'est le point de départ. Le modèle est alimenté en amont par une injection qui a lieu ici via une ligne de conditions limites, une boundary condition. Et en sortie, on a deux lignes qui nous permettent de maîtriser ce que fait le modèle à la sortie du modèle. Ici, en l'occurrence, on applique une hauteur normale basée sur la pente du cours d'eau et on dissocie le fonctionnement au niveau du chenal du cours d'eau et le fonctionnement de la plaine. En tout cas, sur ce type de modèle, on vérifie toujours qu'on permet à l'eau de sortir pour éviter d'avoir des surestimations trop importantes de nos débits. Donc ce modèle tourne avec une injection de débit fictive en amont. On doit avoir une crue de peut-être une vingtaine de mètres cubes secondes qu'on fait tourner sur quelques heures pour voir la propagation dans le cours d'eau. Donc si je regarde mes résultats en point de départ, hop. Mettre en forme un petit peu les résultats qui ont déjà tourné. Hop là. Donc on a déjà un petit peu d'eau dans ce modèle, alors c'est pas débordant de façon exceptionnelle. Euh, on peut jouer un petit peu avec l'évolution des résultats pour faire couler l'eau. Et on voit qu'on aura un peu de débordement qui vient mobiliser en partie la plaine, une partie de stockage en rive droite, et ensuite ça s'écoule. Alors déjà on voit que mon modèle, bon c'est un petit cas test, donc on lui pardonnera pour cette fois, mais mon modèle n'est pas parfaitement juste ici parce on a un modèle qui est à sec au démarrage, ce que permet la modélisation 2D généralement, contrairement à la plupart des solveurs 1D. Donc ici, pour faire propre, dans le cas d'une vraie étude, j'aurais probablement mis un temps de condition initiale pour mettre en eau le modèle. Bon, ici, on va pas forcément s'embêter avec ça, c'est pas l'objectif. C'est pas le focus de notre étude. Donc là, l'objectif, c'est de tester sur la petite heure qu'on a ensemble deux types d'aménagements. D'une part, voir si on aurait l'opportunité de stocker un petit peu, de surstocker un petit peu dans notre zone d'étude euh, pour écrêter les crues. Alors on a déjà une espèce de stockage qui est réalisé avec la route ici. Nous on va faire quelque chose d'un peu fictif, même si c'est pas forcément très réaliste, en essayant de venir installer une digue en travers de notre plaine. Euh, Ici au niveau de la petite ligne orange que j'ai installée. Hop. Pour tester un écrêtement des crues. À nouveau, c'est pas forcément très réaliste, mais ici on est au stade vraiment de, de des investigations initiales et d'une esquisse. On verra ce que ça donne. Donc, on va partir d'un modèle existant. Alors, faites pas forcément attention aux géométries qui sont ici. C'est des petits essais que j'ai fait précédemment pour voir si tout fonctionnait. On va faire un modèle complet ensemble. Une petite pause pour... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelque chose va trop vite ou si vous sentez un décalage dans les descriptions. Parce que moi, j'ai pas forcément de retour. Donc en tout cas, faites-moi signe si jamais ça semble pas forcément très cohérent. J'ai pas envie de perdre tout le monde en cours de route. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc là, à nouveau, l'objectif, c'est de tester un scénario ici de stockage.
Une des petites particularités du 2D, c'est que on a des modèles qui sont généralement assez plus complexes qu'on faisait sur le 1D. Paradoxalement, on a moins de facilité au départ pour consulter nos résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que généralement, quand on va faire un modèle 2D, par défaut, il va nous sortir des profondeurs, des hauteurs, des vitesses, des séries temporelles au niveau des ouvrages, mais au-delà de ça, dès qu'on voudra des choses un peu plus spécifiques, typiquement un débit en travers du 2D, initialement, il faudra qu'on vienne tracer une petite ligne, donc généralement sur Ecras, ça prend la forme de ligne de profil, profile line, sur lesquelles on va pouvoir, dans un résultat, venir intégrer le débit. Donc lui, il va nous montrer sur quelle phase de cellule il a intégré son débit. Et on aura ainsi notre résultat. Cette approche-là, elle est possible dans les modèles. Moi, je l'aime pas forcément dans le sens où elle permet pas de reproduire rapidement des analyses. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que sur des modèles 2D notamment, on essaye d'anticiper les informations dont on aura besoin au niveau de nos résultats. Donc ça va être par exemple euh, des niveaux en certains points, des points de référence typiquement, des repères de crue. Ça va être des lignes sur lesquelles on va vouloir intercepter un débit, et ça pourrait être des volumes de stockage. Parce que typiquement, quand on faisait des modèles 1D, quand on faisait une zone d'expansion de crue, on venait mettre un stockage, donc une bassine, et on avait accès directement à l'évolution du volume à l'intérieur. Donc moi, si sur mon modèle, je veux avoir accès à ces informations rapidement et notamment faire des graphiques, des exports des max, des choses comme ça, sans avoir chaque fois à venir interroger mon RASMapper, je vais pouvoir anticiper ces choses-là. Donc typiquement, dans mon modèle, je vais les mettre aussi dès le départ dans mon modèle de référence, qui s'appelle départ ici, ce qui me permettra du coup de faire des comparaisons avant-après. Ces choses-là, si je les ai pas au début dans mon modèle, il faudra que je revienne faire les analyses, c'est pas génial. Donc on fige autant que possible le cadre d'analyse dès le début, comme ça permet d'automatiser un peu les sorties. Typiquement, si je veux adapter mon modèle de départ avant de commencer à intégrer mes éléments, pour avoir quelques points de référence, typiquement, Ecras vous donne accès à des points de référence qui vont aller échantillonner tout au long de la simulation des, des niveaux, des lignes de référence qui vont échantillonner les niveaux et des débits qui traversent, et des zones de référence qui, elles, vont plutôt s'intéresser au volume et au débit qui rentrent et qui sortent. Donc là, moi, je vais faire une ZEC dans ce secteur-là, donc je peux tracer un espèce de gros polygone de référence pour pouvoir faire des comparaisons avant-après sur mes volumes. Hop, on lui donne un petit nom. Pas d'accent dans ces objets-là. Ça mettra le bazar dans les résultats d'Ecras. Les lignes, j'en avais fait en anticipation, j'en ai deux là. Elles, je sais que si elles sont dans mon modèle et que je fais tourner ma simulation, je récupérerai des infos à la fin. Et peut-être des points de référence pour me dire qu'ici, dans ma zone d'expansion de crue, je vais vouloir surveiller ce qui se passe. Pourquoi pas en aval pour pouvoir un peu voir ce qui se passe également. Et éventuellement, si j'avais des zones inondables avec des secteurs en jeu, je pourrais mettre un petit point, donc un petit capteur en plus, pour y voir un peu clair. L'intérêt de ces trucs-là, c'est également tous ces éléments d'analyse, donc référence point, référence line, référence area, c'est qu'on peut aussi dissocier leur pas de temps de stockage du pas de temps de stockage de la cartographie. Généralement, les modèles 2D sont assez coûteux en volume de stockage. On pourrait stocker ici par exemple des résultats toutes les demi-heures sur la cartographie et stocker sur nos éléments de référence qui sont des données scalaires, hein, donc c'est vraiment juste des séries temporelles, beaucoup plus légères, toutes les 5 minutes. Donc comme ça j'aurai un hydrogramme beaucoup moins découpé, un peu plus lissé. Donc ici, notre modèle de départ est bon, on va en faire une, euh, une copie pour faire mon scénario ZEC. Donc on lui donne également un identifiant. Hop. Là, si vous avez plusieurs terrains dans votre Ecras, il vous proposera toujours cette fenêtre qui nous permet d'associer à notre modèle en train d'être édité un terrain. Ici, notre terrain ne change pas, c'est notre terrain de référence, donc là, tout est bon, je ne touche rien. Donc, j'ai créé ma géométrie, maintenant on va insérer un ouvrage.
Donc on pourrait le faire via RaceMapper. Ici on a encore un peu un parallèle entre deux interfaces, entre l'interface RaceMapper et l'interface traditionnelle, l'éditeur de géométrie d'Ecras. Les ouvrages, généralement, je préfère les construire de ce côté-là. Ça permet aussi de garder l'habitude de travailler dans cette interface traditionnelle qui ne devrait pas disparaître sur les versions 6, qui a priori ne sera plus là sur la version 2025 d'Ecras, donc là, qui est encore en alpha. Donc ici, j'ai ouvert mon éditeur de géométrie, je vais aller chercher mon scénario ZEC. On retrouve nos éléments de référence. Et ici, je vais intégrer ma digue pour contrôler ma ZEC. Donc ici, j'aurais pu le faire dans des modifications de terrain dans mon MNT. Là, je préfère le faire directement via un ouvrage de surverse dans mon 2D. Pour deux raisons. D'une part, c'est que si mon ouvrage surverse de toute façon, il faudra un ouvrage pour accéder à la loi de seuil. Et ce sera beaucoup plus simple à reparamétrer si j'ai des hauteurs à changer, si j'ai des digues à déplacer, des choses comme ça. Donc je vais tracer une connexion SA2D ici. On va partir toujours rive gauche vers la rive droite. Alors, je vais me décaler un petit peu. Hop. Non, tac. Donc rive gauche, rive droite, tout ça pour avoir les débits positifs. Hop. Donc là, on voit qu'il m'a créé un ouvrage qui va impacter un certain nombre de phases de cellules. Si j'édite ma connexion, donc il me propose le MNT derrière, mais pour l'instant, j'ai pas d'ouvrage. On vérifie qu'on est bien en loi de seuil ici, parce on va créer un ouvrage de surverse, donc théoriquement, c'est plus juste. Et moi, je vais simplement venir raccorder un niveau de protection ici, donc à peu près à la cote 206. Et puis ici, on va se raccorder là. Donc ça, en faisant ça, je récupère mon profil altimétrique. Alors j'aurais pu aussi le copier du terrain, mais après ça me faisait modifier toutes mes élévations. Je préfère encore le dessiner, c'est beaucoup plus rapide. Et là, pardon, on va saisir ce qui va être l'obstacle, la digue. Donc là, les coordonnées que j'ai copiées avec mon outil de règle, alors je le refais parce que j'ai fait un peu vite. L'outil règle, vous accédez dans n'importe quel coin de l'interface de l'éditeur de géométrie à cet outil en appuyant sur CTRL. Donc là, j'appuie sur CTRL et je peux récupérer en quelque sorte n'importe quelle coordonnée. Ici, c'est dans la vue station élévation, mais en géographique, ce sera XY, etc. Donc moi, je récupère ma table ici qui représente l'espèce de dessin de, de profil altimétrique que j'ai généré. Je vais le recoller là. En faisant ça, attention, Ecras vérifiera toujours la cohérence entre la longueur de votre seuil telle que dessinée sur la cartographie, qu'on trouve ici dans l'éditeur de la connexion SA2D, et la longueur de la largeur du déversement, qu'on va trouver là en faisant notre table. Donc ici, un bon réflexe, c'est toujours de corriger votre table ici, pour avoir la bonne longueur. Ici, je pars de 0, je vais jusqu'à 268,83. C'est la même longueur ici, donc ça devrait être cohérent. Ensuite, j'ajuste la largeur de mon seuil, ça c'est seulement graphique. Ça n'entre pas en compte dans les équations, le weir width, ici. La seule chose sur la loi de seuil qui va impacter notre calcul, donc notre relation hauteur-débit dans l'ouvrage, ça va être le coefficient de seuil, ici, le CD. Là, on va être sur un scénario avec, on va dire, probablement une digue en terre au départ, donc qui n'est pas forcément faite pour déverser, donc on peut abaisser un peu ce coefficient. On va le mettre à 1,2. Attention par rapport à l'équation théorique de la loi de seuil, ça c'est pas le coefficient de seuil de l'équation, qui est plus de l'ordre de 0,380 ou de 0,4. Ça, ça intègre le racine de 2G. Donc ça, faut regarder l'aide d'Ecras pour être bien sûr de ce qu'on fait. Mais en tout cas, en aucun cas, on va saisir 0,4 ici. Hop. Donc là, on a créé l'obstacle. Donc on vient barrer la vallée. Ici, je vais devoir insérer quand même une petite conduite pour être certain que pour avoir le contrôle de mon débit. Donc ici, je fais seulement un repérage. On voit que mon cours d'eau, ma vallée passe là. Je fais un repérage de la cote de fond, tout simplement parce que je vais aller caler mon culvert, donc mon orifice, au fond du cours d'eau. Mais il faut juste que je me connecte pas trop bas par rapport à mes cellules. Donc je repère à la fois la cote de fond, on va dire 200 à 60, et la position en X
de ma canalisation. Ici, à peu près 199. Et on va venir ici ajouter une conduite, alors circulaire, on va mettre une conduite d'1 mètre. Ici, elle va se mettre assez rapidement en charge, donc les longueurs sont assez peu importantes, mais en tout cas, on va mettre quelque chose de pas trop bête à nouveau. Hop. Et ma cote de fond, donc 201.60. Ici. Et là, on va le positionner, comme je disais tout à l'heure, en X, pour venir intégrer notre orifice. Ce positionnement est important sur le 2D, puisque Ecras va connecter les mailles en amont et en aval. Si je le positionne ici, au plein milieu de la plaine, forcément mes codes doivent changer. Donc là, normalement, si on ferme ça, on a une connexion SA2D qui vient barrer la plaine. On a une conduite qui semble raccorder le fond au fond ici. Alors on pourrait la repositionner en SIG, j'ai pas forcément besoin de le faire ici, on va voir si ça tourne. Mais en tout cas, on a déjà un modèle qui devrait être fonctionnel. Donc là, je vais sauver ça. On va essayer de le faire tourner. Hop. Donc là, j'ai créé une nouvelle géométrie. Donc il a eu le bon goût de me créer un nouveau plan pour éviter d'écraser les plans précédents. Donc là, je récupère mes conditions limites précédentes. On va mettre un petit commentaire et on va lui donner un nom. Tout le reste était configuré. Je parlais tout à l'heure des pas de temps de stockage. Les éléments de référence line et référence points, etc. Peuvent avoir des pas de temps de stockage dissociés ici. On est sur un petit modèle, donc je mets la même chose sur l'ensemble. Mais en tout cas, on peut dissocier les pas de temps de stockage pour les différents objets. Donc je peux sauver mon plan. On va essayer de voir s'il tourne ou si j'ai des erreurs de maillage notamment. Voilà, donc ça a l'air de partir. Alors le temps que ça tourne, une petite précision ici. Quand je zoome sur ma connexion SA2D, on a à la fois le tracé de la connexion et puis on a une espèce de créneau qui suit nos mailles. Tout simplement parce que ma connexion d'SA2D n'est pas forcée dans la structure du maillage, donc pour l'instant, tout ce que fait Ecras, c'est qu'il projette la nouvelle loi hauteur débit qui est fournie par la loi de seuil et l'orifice ajoutée dans ma connexion SA2D sur les mailles existantes. Pour un modèle un peu plus propre, je pourrais aussi forcer ma connexion SA2D comme une ligne de forçage pour avoir un modèle un peu plus complet. C'est pas obligatoire. Pour des modèles plus propres, ça peut se faire. Donc si maintenant, à nouveau, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si maintenant je vais aller regarder mes résultats, hop, est-ce que ça fonctionne? Voilà, déjà si je mets les profondeurs maximales, on voit qu'on a un peu plus d'eau. Donc ça c'est déjà plutôt intéressant. Le système a l'air de fonctionner. J'ai mis en gris mon ancienne couche des profondeurs. On va la mettre au maximum pour avoir une vraie comparaison. En bleu, ça c'est la nouvelle emprise. Si maintenant on va aller voir un peu plus finement ce qui se passe, je peux activer dans mes résultats mes géométries, donc ma connexion SA2D, plus mes éléments de référence. Donc je peux regarder notamment ce qui se passe au niveau de ma connexion SA2D, ici. Comme elle est activée, je la sélectionne. Je fais un clic droit dessus. Hop, je devrais avoir ces hydrogrammes ici, voilà. Et donc là, on a le débit qui transite au niveau de notre connexion SA2D. Donc là, on voit qu'il y a un débit qui passe. Alors, Ecras a toujours le bon goût de tout mettre en vert, mais le débit total ici correspond à mon débit de ma conduite. J'ai pas de débit qui transite par-dessus au niveau de ma digue. Parce qu'a priori, ma digue n'est pas surversée. On peut toujours essayer de vérifier ça. Ici, je peux faire un profil. Alors, peut-être que j'active mon WSE. Hop. Et si je fais un profil de mon ouvrage, donc,
Voilà. Ici, vous avez le profil de votre ouvrage. Hop. On voit que avec le niveau que j'ai sélectionné pour mon ouvrage, au maximum de remplissage, j'ai pas encore de surverse. Donc là, le système fonctionne plutôt bien. Et ça, on devrait pouvoir le vérifier aussi. Si par exemple, je sélectionne ma ligne de référence ici. Toc. Je peux l'interroger pour avoir un débit. Hop, on voit que ça fonctionne. Alors, on va enlever un peu des variables parce qu'on n'a pas besoin de tout. Notamment la vitesse nous intéresse peu. Le stage peut nous intéresser, mais on ne va pas l'activer pour l'instant. Donc on voit bien qu'on retrouve notre débit qui transite au niveau de notre ouvrage, donc qui a été écrété. Et dans mes options, je peux aller chercher mon plan initial. J'espère qu'il a tourné. Hop. Là. Voilà. Donc là, on a l'écrêtement de notre zone d'expansion de crue. On voit avec l'hydrogramme du haut, ça c'est mon plan initial, qu'on avait un débit de l'ordre de 20 mètres cubes secondes qui transitait. On voit qu'on écrète à 4 mètres cubes secondes et quelques avec notre ouvrage. Donc dans ce scénario-là, alors je n'ai pas fait tourner suffisamment pour avoir tout le réessuyage de la plaine, mais on comprend bien déjà que ça fonctionne. Donc dans ce scénario-là, on voit qu'on est pas mal. Donc c'est le genre d'analyse que vous pouvez faire assez rapidement avec un petit modèle 2D. Si maintenant une des questions c'est de savoir quel est le volume qui est réellement stocké dans mon système, je peux aller activer ma zone de référence ici, mon emprise. En faisant un clic droit dessus, donc ici je sélectionne bien ma zone, area, hop. J'ai également un graphique, alors par défaut, ce qui est assez peu logique, il va vous présenter le débit. Nous, dans les variables, on va plutôt vouloir un volume, hop. Et donc là, j'ai le volume de l'ordre de 68 000 m3 qui sont stockés dans ma zone d'expansion de crue. Voilà, on voit que l'ouvrage remplit son objectif, ça fonctionne. Donc c'est assez grossier, c'est assez basique, mais pour tester rapidement un, un scénario, on va dire, c'est pas forcément inintéressant. Ici, si on veut être un peu plus réaliste, on peut aussi venir, pourquoi pas, intégrer un déversoir. Alors ça, c'est généralement ce qu'on va faire dans des projets un peu complets. On a l'orifice de régulation, on a la digue complète. L'idée, c'est pas forcément de laisser surverser la digue, elle n'est pas forcément faite pour. Au-delà de la crue de dimensionnement, c'est ce qui se passera, mais c'est pas l'objectif. Si maintenant je veux dimensionner ce qui serait potentiellement un déversoir de sûreté, alors je sais plus si c'est la centenale ou la millénale maintenant, ça dépend des aménagements. On peut le faire. Et une façon de faire, alors ce serait de l'intégrer dans notre profil du seuil, de l'embankment ici. Donc je pourrais toujours utiliser mon petit outil règle en regardant mes coordonnées ici pour me dire tiens, si je voulais mettre un déversoir de sûreté à la code 205.50 par exemple, ça s'affiche en bas à droite. Je pourrais faire quelque chose de ce type-là. Si je veux quelque chose d'un peu plus paramétrique et notamment avoir accès à un coefficient de débit spécifique sur ce seuil, on peut aussi ajouter un clapet qui restera fixe pendant la simulation. Typiquement, ici je vais aller chercher un clapet. Donc, ça fonctionne par groupe, mais ici on va en ajouter un seul. Clapet, ça va être overflow, donc sur verse. Seuil large, c'est bon. Là, on va rester sur un coefficient de débit nominal, parce que là, ce truc-là est fait pour déverser. Donc ça, c'est bon. Et on va lui dire potentiellement, mon déversoir fait, allez, 1 mètre, on va dire 60 cm, 70, choc. Il va faire 20 mètres de large, par exemple, et sa cote de fond est calée, donc c'est ma cote de sûreté, à 205, 50. On va peut-être plus l'appeler déversoir. Toc. Et lui, on va l'installer à proximité du cours d'eau pour éviter que ça déverse partout dans la plaine. Donc on le cale à x égale 160 ici. Donc là, on a intégré un déversoir. Alors il peut être mobile, mais il n'a pas forcément besoin de l'être. Et on pourra faire retourner notre modèle avec ce déversoir. Donc on va stocker un scénario avec notre déversoir.
Ici, la petite différence, c'est que dans nos conditions limites, alors je vais sauver mon plan tout de suite. Hop. Ce qu'on va devoir ajouter avec cet ouvrage-là, c'est qu'on a un ouvrage mobile, donc dans mes conditions limites, qui apparaissent ici, Ecras va demander une règle d'ouverture. Donc là, bon, je l'avais déjà construit sur le modèle précédent, donc elle est encore là. Mon ouvrage s'appelle ZEC, on voit que mon déversoir apparaît ici. Et donc, mes conditions d'ouverture, alors je pourrais très bien mettre quelque chose de régulé avec des règles logiques. Ici, on va mettre une série temporelle en le calant à 0, donc en fait, il sera ouvert tout le long de ma simulation. Donc ça, c'est configuré. On va le lancer pour voir si ça tourne ou si j'ai fait des erreurs de configuration. A priori, c'est bon. Et c'est lancé. À nouveau, n'hésitez pas, j'ai vu une question là sur le LIDAR. Benoît, je sais pas si tu peux me préciser ta question en commentaire, parce que je suis pas sûr que vous ayez les micros ouverts, donc ouais, je suis pas sûr que ça passe. Mais si tu peux me préciser ta question, comme ça je l'aborde juste à la fin de la démo. Donc là, ça a tourné, hop, si on retourne voir nos résultats, et après on passe au deuxième cas test. Maintenant, mon déversoir, hop, je suis même pas sûr qu'il est déversé finalement, c'est pas dit. Tac, est-ce que j'avais pris le bon? Donc là, on voit, il faut juste que je vérifie si j'ai mis les bonnes règles de fonctionnement, mais normalement on est bon. On voit bien ici mon déversoir, hop, qui reste ouvert sur ma simulation. Alors est-ce que ça se ressort de mes résultats? Tchoc. Toc. Bon non, même pas, il n'est pas activé. Donc j'ai pas de niveau suffisant pour l'activer. Bon, tant pis, ça sera pour la prochaine démonstration. En tout cas, là, vous avez une méthode pour intégrer un déversoir. Alors, je sais pas pourquoi il fonctionne pas du coup. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, c'est toujours l'intérêt du direct, hein. On a toujours des choses intéressantes qui se passent. Que le Vertflow et toc, pourquoi il veut pas? Est-ce que je l'avais mis sur le bon? Toc. Bon, on reviendra dessus après. On trouvera l'explication pourquoi mon petit déversoir ne fonctionne pas. Mais en tout cas, sur la méthode, c'est censé fonctionner. Alors peut-être que mes cotes ici sont trop élevées. Pour pas vous tenir trop longtemps, on va basculer sur la partie modification de terrain et méandre. On reviendra si on a le temps sur cette question du petit déversoir. Je vous pourrais aussi, si vous avez, si ça vous intéresse, je pourrais vous fournir aussi en commentaire un petit zip avec le modèle test, si vous voulez regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ça c'est faisable. On pourra, euh, on pourra regarder tout ça. Si maintenant je m'intéresse à mon deuxième scénario, donc le point de départ, ça restait mon modèle initial. Ici, on voit qu'on a une plaine inondable qui est mobilisée, mais pas forcément de manière hyper importante. On pourrait
on pourrait avoir envie de réintégrer des méandres ou quelque chose d'un peu plus naturel dans ce cours d'eau. Alors sachant que la plaine a été beaucoup modifiée ici, hein. On a un cours d'eau qui est très rectiligne, on a un remblai qui passe en travers, mais on pourrait potentiellement vouloir reméandrer notre système. Donc, dans ce scénario-là, on va pas faire appel à un ouvrage, on va plutôt faire appel à des modifications de terrain dans les crasses. Ça reste un des gros points forts, hein, du logiciel. Ça va être de pouvoir modifier assez vite euh, une topographie en jouant directement sur le MNT. C'est aussi l'avantage, et ça fait le lien avec ce que je disais en début de webinaire, sur le 2D, c'est aussi l'avantage d'avoir un modèle full 2D, c'est que si moi je veux maintenant changer la structure de mon cours d'eau, donc faire des méandres et potentiellement combler le lit principal, j'ai pas à retoucher beaucoup de choses sur la structure du modèle. Contrairement à un modèle 1D sur lequel il faudrait supprimer un bout de bief, reconnecter un bief, restabiliser l'ensemble, avec des résultats parfois un peu hasardeux. Là, on va principalement jouer sur la modification de terrain, sur des changements de rugosité éventuellement, et sur éventuellement des restructurations du maillage pour être sûr que notre modèle soit cohérent, mais au-delà de ça, c'est réglé. Donc, on va refaire un deuxième scénario. Ce coup-ci, ça va être des méandres. Ça pourrait être des petits décaissements, des choses comme ça. Ouais, de nouveau, j'ai ma petite question sur le terrain. Donc là, je repars de mon modèle point de départ existant. On garde aussi nos éléments de référence, c'est pas inintéressant, ça pourra nous servir par la suite. Je désactive un peu des résultats. Et ici, on va plutôt s'intéresser aux modifications de terrain. Donc, voilà, faites pas attention, j'avais déjà créé un petit terrain test. Ici, pour créer un nouveau terrain, une alternative finalement, je vais partir de mon terrain initial, qui s'appelle terrain lit. En faisant un clic droit, plutôt que de réimporter un nouveau terrain et d'avoir à nouveau des données lourdes qui vont se charger dans mon projet, je vais aller cloner ce terrain existant. Donc il le précise bien, hein, c'est virtuel. Donc en fait, c'est seulement des fichiers texte qui vont réappeler les mêmes couches de base, donc les mêmes tifs en fond. Et nous, on va seulement ajouter des surcouches de modification. Donc, on va lui donner un nom pas trop bête. Et donc là, tout de suite, on va pouvoir faire des modifications de terrain dessus. Donc moi, je mets à jour la thématique. Et si je m'intéresse à mon secteur ici, je vais pouvoir éventuellement remettre un lit dans ce secteur-là. Alors, l'objectif n'est pas tout de suite d'avoir un truc réaliste, c'est vraiment pour présenter un peu les possibilités. Donc là, on voit que notre terrain, on a une rubrique modification. Je vais aller ici faire un clic droit, l'éditer. Et avec le petit bulldozer, on va ajouter des modifications. Donc là, si je veux faire des méandres, alors, deux méthodes. La première méthode, c'est de tester très rapidement un gabarit assez basique, typiquement un trapèze, basé sur une pente et un gabarit régulier. La méthode complète serait d'intégrer des projets avec des profils types, des banquettes, des choses comme ça. Ça, on pourra en parler 2 minutes à la fin du webinaire. C'est pas forcément l'objectif, c'est un peu long à faire. Et surtout, pour avoir une première idée d'une incidence de réintégrer des méandres dans cette zone, l'approche avec des profils trapézoïdaux est pas inintéressante parce qu'elle permet d'aller vite. Donc ici, je vais créer des channels, donc des chenaux finalement. Je vais aller chercher le fond du lit ici. Ça me permet de me connecter directement et d'aller échantillonner le point de départ. On va tracer un petit lit. Alors à nouveau, hein, l'objectif n'est pas le réalisme. Je vais récupérer la fin. Alors pourquoi ici je fais attention à attraper le début et la fin bien au milieu de mon cours d'eau? C'est que par défaut, Ecras, en termes de code, va récupérer la code de début, la code de fin, et interpoler linéairement au milieu. Après, on pourra faire des choses plus fines pour éventuellement mettre des ruptures de pente si on voit qu'on doit suivre la plaine de façon un peu plus fine. Mais en point de départ, c'est déjà assez simple de partir sur ce scénario, d'interpoler linéairement. Donc ici, on va rentrer un profil trapézoïdal.
Moi, je vais rester sur quelque chose d'assez réduit au début, donc un petit fond d'1,50 m de large, et avec des pentes de 2 pour 1 latéralement. Et ici, les tordus maximales, c'est grosso modo jusqu'où il va aller chercher pour décaisser son système. Donc là, la plaine est assez plate, donc il peut aller assez loin, c'est pas très grave. Donc là, tout ce qu'il va faire, c'est qu'ici, il va creuser, donc il va utiliser la valeur la plus basse entre mon terrain ou ce que je définis via mes channels, selon la forme que j'ai définie, donc largeur au fond 1,50 m, 2 mètres sur 1 mètre de chaque côté. Alors je peux dissocier les pentes, mettre plus pentu à gauche ou à droite, et sur le linéaire qui m'intéresse. Donc je peux aller faire OK. On voit qu'on a déjà un petit bout de chenal qui a été généré. Alors c'est hyper grossier. Une approche, si on veut commencer à tester par exemple des banquettes ou des choses un peu plus réalistes, ce serait de faire 2 trapèzes superposés. Typiquement, je peux aller copier mon tracé existant et finalement créer un deuxième channel. Toc. Et recoller le tracé que j'ai créé tout à l'heure. Et lui, on peut l'éditer. On peut le faire un peu moins profond, donc pas partir du fond, mais remonter par exemple d'1 mètre. Hop. Et pareil pour lui. Où est-ce que je suis? Je suis à 200, donc 200 à 0,5. En sachant que cette configuration-là reste modifiable, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec vos élévations. Et ici, je peux faire un lit un peu plus large, mettons 6 mètres, qui devrait venir s'intégrer dans mon lit existant. Voilà, alors c'est assez fin. J'ai pas fait forcément des choses qui sont très différentes en termes de largeur. On peut éventuellement faire ça et remonter un petit peu. Et théoriquement ici, alors je vais le prendre dans l'autre sens. Voilà, on a une espèce de petite notion. Alors c'est assez fin de banquette parce que j'ai remonté mes. Hop. En tout cas, on va le laisser tel quel pour l'instant. On voit que ça reste réajustable. Donc on peut le modifier assez facilement. Donc vous faites un peu ce que vous voulez. On peut même faire des tronçons avec des gabarits différents. Il suffit de raccorder un peu proprement. Donc là, je peux stopper mon édition. Ici. Donc maintenant, mon terrain, lui, il intègre le channel. Donc on va vouloir aussi combler le reste. Donc dans mes modifications de terrain, je vais ajouter une nouvelle modification ici. Cette fois, on va prendre un multipoint. Donc ça, c'est une modification générique qui permet de dessiner un polygone. Donc ici, je vais aller chercher sur l'emprise qui me semble juste. Donc on va chercher les berges, hop. Et en fait, le multipoint, par défaut, le fonctionnement qu'il aura, ça va être, alors là j'ai cherché un peu loin, hop. Ça va être d'aller chercher par défaut les valeurs du MNT sur le pourtour et de fournir une interpolation. Voilà. Donc on a une première interpolation, alors un peu grossière, mais qui permet de combler le lit existant. On voit que ici, il a récupéré des cotes du fond du lit qui viennent un peu perturber notre interpolation. Si on veut vraiment aller au bout des choses et corriger ce truc-là, sur les polygones, et ça marche sur n'importe quelle thématique, les points, les lignes, peu importe, quand vous sélectionnez votre objet de modification, ici mon polygone, si vous faites un clic droit, vous voyez que vous pouvez créer des points de contrôle.
Donc je crée ces points de contrôle, tout simplement, c'est des points topographiques qui impactent l'interpolation. Donc ici, je les ai créés, ils apparaissent en noir. Et ceux-là, je peux les modifier. Et en fait, si je viens supprimer les points qui sont situés sur les zones d'interpolation qui me plaisent pas, je peux les neutraliser. Donc ici, on a le scénario, et ici aussi, on ne veut pas forcément récupérer le fond du lit. Alors à nouveau, hein, l'objectif, c'est pas d'être extrêmement fin dans ce projet-là, c'est vraiment de tester un prototype rapide de scénario d'aménagement. Mais en tout cas, là, j'ai comblé mon fond du lit avec quelque chose qui, en termes de volume, devrait être pas trop bête vis-à-vis de ma plaine. Et j'ai intégré mes chenaux. Donc la modification de terrain, elle est terminée. Maintenant, il me restera 2 étapes pour avoir un petit modèle un peu complet. Sur mon modèle de méandre, bien faire attention dès qu'on fait des modifications de terrain à vérifier que notre modèle appelle le bon modèle numérique de terrain. Donc ça se gère dans les associations. Donc, il y a plein de points d'entrée hein, pour les définir. Si vous faites un clic droit sur vos géométries tout en haut, vous pouvez gérer les associations à l'échelle de tous vos modèles. Ici, si je vais dans les propriétés de mon modèle de méandre, je peux gérer ça. Et là, on va aller chercher mon terrain alternatif. Ici. Alors, on vérifie bien que ça a été pris en compte. Voilà. Ça, c'est bon. Il est bien là. Et deuxième modification, ça va être de se dire, tiens, j'ai fait des méandres ici, donc il est très probable que ma rugosité change. La rugosité, j'en ai pas encore beaucoup parlé. Dans un modèle ECRAS, elle est définie sur une surcouche qui s'appelle le land cover. Généralement, c'est généré via l'import d'une couche d'occupation des sols, avec éventuellement différents éléments empilés. On peut empiler des bâtiments, comme on l'a fait ici, on peut empiler les routes, on peut empiler un peu ce qu'on veut. On peut venir mettre des corrections. Donc moi, mon land cover, il est prédéfini. Je vois qu'ici, je suis en zone plutôt agricole, avec des strictlaires en tout cas des coefficients de rugosité 0,045. Ça va être très rugueux pour mon projet de méandre. Donc je vais pouvoir venir corriger ces éléments-là, mais je ne vais pas le faire dans mon land cover pour pas impacter mon modèle de référence. Je vais pouvoir le faire directement dans mon modèle de méandre ici, via des éléments de calibration par exemple. Et donc si j'édite ce truc-là, je vais pouvoir, alors je vais le faire vite, mais idéalement on aurait plutôt récupéré notre tracé de channel, et avec un petit buffer on aurait pu générer un polygone qu'on aurait importé directement. Ici on va aller apporter des corrections via ces polygones qui nous permettent d'impacter la rugosité sur un modèle spécifique. Donc là, pareil, on lui donne un nom pas trop bête pour qu'on s'y retrouve. Et ici, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose toutes mes thématiques d'occupation des sols, donc toutes les catégories sur lesquelles j'ai des données d'occupation des sols. Et comme c'est des polygones de calibration, c'est est-ce qu'on change la base, c'est-à-dire la valeur sur tout ce qui est polygone de prairie sur tout mon modèle, ou est-ce qu'on change seulement sur les méandres? Alors ici, on va faire quelque chose d'un peu, entre guillemets, bourrin, mais au moins ça marche. On va dire que toutes les occupations des sols, pour pas que j'ai à regarder quelle occupation des sols croise mon polygone de calibration, mon méandre passe de partout à 0,035. Hop. Je sauve ça. Et normalement, mon modèle intègre mes méandres via le MNT. Le lit actuel est comblé via le MNT, mes maniques sont changées ici. Donc maintenant, on peut relancer une nouvelle simulation. Hop. Qu'on appelle bien le bon modèle 2D. J'espère que tout fonctionne, on va vérifier. Ici, il me dit que mon terrain a changé, donc ça, c'est aussi à surveiller. Quand nos simulations changent, quand on a changé notre terrain, c'est bien de vérifier qu'on a ce petit warning là qui nous dit attention, on va réajuster les paramètres hydrauliques de notre modèle sur la base du nouveau terrain. Si on n'a pas ce truc là, ça veut dire qu'on n'a pas appelé le bon terrain, ce qui arrive. Et du coup, on pense faire tourner nos modifications alors qu'on fait tourner le modèle précédent, même si visuellement notre MNT a changé. Donc on va le laisser tourner.
Voilà, ça tourne relativement vite. Je suis resté sur le jeu d'équations Diffusion Wave. En production, on passerait très probablement sur les modèles avec une résolution complète des équations de Shallow Water. Ici, pour l'exercice, c'est plus rapide comme ça, et puis le modèle est assez petit, donc ça permet d'avoir un truc qui tourne vite. Donc si maintenant je vais voir mes résultats, on va désactiver un peu des éléments, hop. Mon modèle a tourné, donc on voit que mes petits méandres récupèrent bien de l'eau et qu'après j'ai éventuellement ma surverse qui reprend le relais ici. Alors mes méandres ne sont pas bien dimensionnés, ils devraient surtout aider à déborder un peu plus tôt dans la plaine et pas forcément évacuer plus d'eau, mais en tout cas on voit que l'eau est bien prise en charge par notre méandre. Et je dirais dernière vérification, là on a fait une modification de nos rugosités, on peut vérifier, il y a toujours ces éléments-là qui sortent dans nos simulations. Dans notre géométrie, on peut vérifier les valeurs finales de notre Manning. Ça, c'est un bon paramètre à débugger quand on a fait des modifications qui doivent toucher à la rugosité. Toujours bien vérifier au moins une fois que nos modifications ont bien été intégrées dans notre modèle hydraulique. Voilà. Voilà, donc là on avait un petit cas d'étude, je suis allé peut-être un petit peu vite sur la fin, mais en tout cas ça illustre un peu ce que je voulais montrer, c'est-à-dire cette capacité à tester très rapidement des scénarios, alors qui restent hyper basiques, mais en fait on s'aperçoit dans beaucoup d'études hydrauliques que déjà multiplier des scénarios très basiques, mais pour commencer à voir ce qui marche pas, avant d'aller tout de suite sur des scénarios hyper fins et quitte à rater des options qui auraient pu être intéressantes, c'est une approche qui marche plutôt bien. Donc là, ça permet de faire du prototypage rapide. Et après, on verra dans une phase 2, on peut tout à fait affiner les modèles, affiner notre scénario de zone d'expansion de crue, affiner nos méandres et intégrer pourquoi pas des profils type un peu plus complexes avec l'outil de channel design. Celui-là, si vous le connaissez pas, on pourra probablement planifier un petit webinaire s'il y a de l'intérêt pour ce type d'outil. Ça touche le 1D, mais il est parfaitement exploitable pour aller construire des projets de restauration de cours d'eau assez complexes, avec des banquettes, des lits un peu variés, des choses comme ça, et réintégrer ça dans le 2D. Et le bonus, c'est qu'il vous sort les cubatures, donc finalement, c'est pas inintéressant d'avoir ça dans sa boîte à outils. Donc j'en ai fini avec ma petite démo, j'espère que ça vous a intéressé. Je reviens sur la question du lidar. Pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les glisser en commentaire. On a encore quelques petites minutes. Et puis moi, de mon côté, je peux déborder. Les autres peuvent éventuellement rester s'ils le souhaitent. Si on prend 5 minutes de plus, s'il y a des questions que vous souhaitez poser. La question du lidar. Alors, comment exporter de façon simple et rapide plusieurs dalles lidar et les intégrer sur ECRAS sans avoir à les fusionner en amont? Alors, par défaut, ECRAS est très bien fait pour appeler plusieurs dalles du lidar sans avoir à les fusionner et créer en gros un raster virtuel. Lui, ce qu'il fera très probablement, il fera une conversion dans ses propres formats. Typiquement, les MNT à l'intérieur de RasMapper sont des TIFF. Mais en tout cas, si je veux charger tout un répertoire de dalles LIDAR HD par exemple, ici, quand je crée un nouveau terrain, avec le plus, je vais chercher toutes mes dalles. Après, le sujet évoqué par Benoît, c'est que depuis quelques versions, il y a des erreurs qui sont apparues sur un truc assez obscur. Je crois qu'il évoque une question de projection. En réalité, dans ce cas-là, il faut seulement tester de réexporter les dalles dans un autre format raster, type FLT ou autre. Alors pas ASCII parce que c'est plutôt lourd, donc c'est pas forcément hyper optimisé, mais pourquoi pas faire un export par lot de vos TIFF initiaux en FLT. Certains formats de TIFF posent des soucis. Voilà. Donc c'est la réponse à ta question, Benoît, c'est ça. C'est que potentiellement déjà un simple import-export des données dans un autre format, pourquoi pas TIFF, voire FLT qui peut être parfois un peu plus light, ça règle généralement la question. Et surtout, je dirais que c'est pas intéressant, sauf si vous avez des modifications externes à faire dans le modèle. C'est pas intéressant de fusionner les MNT en amont parce que ça fait des grilles qui sont hyper massives, sachant que ECRAS sait très bien les utiliser sous forme de dalles.
il saura tout à fait avoir un MNT homogène à partir de plusieurs dalles. Voilà, j'en ai à peu près fini. Alors, deuxième question intéressante. Quelle est la meilleure option pour intégrer des aménagements type bâtiment? Existe-t-il une option pour intégrer des éléments de type clôture? Je dirais que c'est un peu le point faible d'Ecras, mais je crois que c'est un peu en train de changer. Et je dirais que c'est encore là-dessus où on a, voilà, il y a plein d'avantages parce que là, pour celles et ceux qui me connaissent pas forcément sur nos autres activités, on est aussi distributeur de TwoFlow, donc qui est une solution 2D propriétaire, donc payante mais hyper avancée. Donc il y a un peu une dichotomie quand je fais des démonstrations Ecras, mais les deux outils sont complémentaires et très différents. Et typiquement, je trouve que c'est encore un des sujets sur lesquels TwoFlow a une longueur d'avance sur Ecras, mais tout comme InfoWorks ICM par exemple est meilleur qu'Ecras, c'est qu'on a accès à plus d'objets pour représenter des éléments, des obstacles qui sont pas totalement étanches dans le 2D. Donc typiquement sur TwoFlow, sur ICM, on ira chercher des éléments poreux pour jouer à la fois sur l'effet d'obstacle, mais sur la possibilité de laisser passer l'eau et d'avoir un peu un mix des deux mondes. Et il me semble que c'est en train d'arriver la question d'une porosité des ouvrages sur Ecras. Après, la faiblesse des versions actuelles sur Ecras, c'est que si on parle d'obstacles, de clôture, de bâtiments, tout de suite on va commencer à parler de maillage hyper fin parce qu'il suffit pas de les intégrer en tant qu'obstacle. Il faut aussi que les MNT, enfin pardon, que les maillages en termes de structure capturent bien les obstacles. Typiquement sur les modèles de ruissellement, nous qu'on produit sur TwoFlow, on est sur des tailles de cellules d'1 à 2 mètres maximum en zone urbanisée. On arrive maintenant sur des modèles de quelques dizaines de millions de mailles sans aller vraiment sur des études hyper spécifiques. Hein. La plupart des études de ruissellement qu'on produit ont des modèles de ce ordre de grandeur là. Et ça tourne pas sur les versions actuelles d'Ecras.